Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Bien le bonjour Alexandre. Ça va Driss? Pas trop froid? Je suis frigorifié. Voilà ce que c'est de faire de la moto. N'oubliez pas que vous retrouvez tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv, que vous pouvez vous abonner au podcast iTunes, c'est gratuit. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et poser vos questions et réagir à l'émission avec le hashtag #LeGarageWatch. Je vous rappelle également que Watch est disponible sur toutes les box, sur les applis iOS, Android et Windows, et que le Garage est en ligne sur la page auto de notre partenaire Yahoo France. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera au Festival Automobile International, à la plus belle voiture de l'année, la Jaguar XE, qu'on aura également à l'essai, à la Volkswagen Golf GTE, l'hybride rechargeable de Volkswagen, que nous avons essayé également, et nous parlerons de ça avec Antoine Vell, qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. C'est le chef produit chez Volkswagen. Pour tout cela, nous avons pour nous accompagner deux éminents spécialistes de la chose auto et moto également, avec pour commencer, il nous reçoit chez lui à Strasbourg l'ami Nicolas Edet, journaliste multipass. Salut Nicolas. Multipass, ouais, complètement. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Il fait super froid ici, franchement. Bon, il fait un petit peu moins que super froid ici, je pense. En plateau avec nous, Damien Rullière, rédacteur en chef de voiture.com. Salut Damien. Salut, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de te recevoir. Spécialiste de moto aussi, Damien. Hein? Un petit peu. Alors, puisqu'on est dans la moto, avant cela, on va s'intéresser à une marque de légende, Harley-Davidson. Driss, je te laisse nous présenter ton invité. Exactement, Harley-Davidson, une vieille dame, si j'ose dire, une marque de légende pour le coup. On reçoit aujourd'hui Xavier Crépé. Bonjour Xavier. Bonjour Driss. Merci d'être avec nous. Un grand plaisir. Et donc aujourd'hui, on va parler de Harley-Davidson, de la marque, mais aussi de vos nouveautés. Est-ce que tu peux nous dire deux mots des deux motos dont on va parler aujourd'hui? Alors, en effet, il y a la Street 750 qui est pour nous une belle révolution dans la marque Harley, parce que ça fait la première fois depuis bien longtemps qu'on n'était pas descendu en dessous des 883 cm3. Donc ça remonte depuis à l'ère Air Mackie, on avait une 125. Et là, depuis quelques années, on a décidé entre guillemets, de faire un pas vers une cylindrée plus basse, donc de 750 cm3, pour rendre aussi la moto, à la fois d'un point de vue prix, plus accessible. Donc c'est une moto qu'on a lancée au salon de Milan, EICMA, en novembre 2013, et qu'on vient de lancer sur le marché français en septembre 2014. Ok, on va en parler dans une poignée de secondes. On se retrouve tout de suite. Allons-y. Voilà, donc Xavier Crépé, merci de nous avoir rejoints. Driss, je vais te laisser conduire l'interview parce que moi, tu sais, la moto, c'est pas trop mon truc. Je suis bien sur 4 roues, mais je vais quand même tenter de comprendre ce qui se passe. Ok, n'hésite pas à intervenir. Donc, Xavier, merci encore d'être avec nous. Harley-Davidson, 111 ans. Donc, c'est pour ça que je disais une vieille dame. Je crois que la marque continue de progresser, aussi bien au niveau mondial que français. Absolument, cette interview tombe très bien parce qu'il y a le 29 janvier dernier, on a publié nos résultats mondiaux, donc sur l'ensemble de l'année, et la marque a confirmé sa progression une année de plus. Donc on a terminé à plus 7% par rapport à l'an dernier d'un point de vue volumique, pour terminer autour de 268 000 motos produites sur l'année 2014 par rapport à 2013. Donc on continue à étendre nos volumes, cela grâce à de nouveaux produits que nous amenons sur différents marchés et surtout au poids de l'international que nous souhaitons à développer par rapport au marché domestique. Alors en parlant de marché domestique, quid de la France là-dedans? Alors le marché français s'est bien comporté en 2014 par rapport à 2013. Depuis qu'on a ouvert la filiale française en 2096, on avait connu des croissances à 1 chiffre ou 2 chiffres. On avait connu une légère pause en 2012 et 2013. C'est que les conditions du marché étaient devenues plus difficiles. Et en 2014, on a recouvré une croissance et on a repassé la barre symbolique des 8000 motos neuves vendues en France. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est de savoir que Harley-Davidson était également un gros accessoiriste. Alors depuis très longtemps, Harley-Davidson en effet fait des motos, mais aussi et comporte, je dirais, dans son business et dans son modèle économique, la production de nombreuses pièces, accessoires et vêtements qui font partie du business. C'est à peu près 25% de notre chiffre d'affaires global
au niveau international, ce qui permet à de nombreuses personnes donc, de vivre leur passion au quotidien, pour la partie vestimentaire, pour la partie, je dirais, accessoire. Ça donne de nombreuses possibilités de customisation et de personnalisation des motos. C'est l'un des traits forts de la marque, c'est la possibilité de se prolonger et de se refléter dans sa moto que l'on décide d'acheter. Ce qu'on appelle le custom. Le custom. Voilà. Donc, pour ce qui est de la France, Xavier, aujourd'hui, donc la marque continue de grossir également sur le marché local. Vous avez lancé en fin d'année dernière un tout nouveau modèle, c'est ce qu'on disait, la Street 750. Donc la Street 750, c'est comme une moto un peu à part chez Harley-Davidson. C'est une moto à part dans la mesure où c'est une toute nouvelle cylindrée, c'est une nouvelle plateforme. C'est la première plateforme que l'on inaugure depuis 12 ans, depuis qu'on a lancé le modèle V-Rod, qui était un modèle qui a été développé avec Porsche en 2002. Donc pour nous, c'est la première fois qu'on revient avec une nouvelle plateforme qui laisse augurer un beau futur pour la marque Harley-Davidson et toute une série de nouveaux produits. Si je ne m'abuse, la Street a aussi une particularité, c'est que c'est la première Harley-Davidson qui n'a pas été produite à Milwaukee, tout du moins pour le marché européen. Alors en effet, il y a 2 usines de production pour la Street. Il y a l'usine américaine de Kansas City, qui est dans le Missouri, et puis une autre usine qui a été mise ou installée en Inde, à Bhawal, pour le reste du monde. Vous savez que la marque aujourd'hui, elle s'internationalise énormément. Il y a une forte opportunité de croissance dans les marchés émergents dont font partie l'Inde, la Chine. Et pour, entre guillemets, être présent dans ces marchés-là, il faut être présent sur place. Donc nous y sommes avec une usine d'assemblage. Ce n'est pas une usine de production, c'est une usine d'assemblage. D'accord. À qui elle s'adresse cette moto, la Street 750? On la voit d'ailleurs à l'image. Donc elle est destinée à une nouvelle génération de conducteurs plutôt urbains, des gens qui, bien évidemment, qui sont attirés par la marque et les valeurs de liberté qu'elle transpire. Mais c'est une moto qui est très très facile à vivre au quotidien, très maniable. Elle a un nouveau châssis très agile, elle a un moteur très vif, le moteur Revolution X, donc qui est refroidi par liquide. Donc c'est le 2e modèle dans la gamme Harley-Davidson qui comporte 32 modèles, qui est refroidi à eau. Donc il y a l'autre modèle qui est le V-Rod dont j'ai parlé tout à l'heure. La raison du refroidissement liquide, c'est pour être adapté à la circulation urbaine. C'est que quand on fait pas mal de stop and go en circulation, on démarre, on freine, on n'a pas forcément beaucoup de vitesse, donc le moteur peut chauffer s'il n'est pas refroidi à eau. Donc avec ce moteur-là, on peut vraiment répondre à ces contraintes de circulation en ville. Damien, tu as déjà essayé la Street ou Non, pas j'ai pas essayé la Street. En revanche, je pense que cette moto, elle répond quand même à une nouvelle image qu'Harley a aujourd'hui, c'est qu'on en voit de plus en plus dans les rues, notamment à Paris. Et c'est vrai que certains modèles pouvaient peut-être effrayer un peu la clientèle, peut-être un peu plus jeune et peut-être féminine aussi, de par leur taille, leur puissance. Et voilà, c'est un produit qui, je pense, se place bien dans l'air du temps pour la marque, quoi. Oui, on y croit énormément, ce nouveau produit. Et comme tu disais, la Street, non seulement elle devient accessible d'un point de vue cylindré, mais elle est aussi donc d'un point de vue prix. C'est que quand on fait un micro-trottoir encore, beaucoup de gens placent le prix moyen d'une Harley à 15 000 €, alors qu'avec la Street, on descend sous des 8 000 €, elle est à 7 890 €. On a des produits de financement qui permettent à toute personne, donc, pour 99 € par mois, donc, d'y accéder. Donc elle a beaucoup d'avantages. Et en dehors de ça, il y a la maniabilité, il y a le poids. C'est la Harley la plus légère, je dirais, de la gamme, avec 220 kg tout plein fait. Donc elle a des arguments pour ceux qui, en effet, appréhendaient la Harley par rapport à ces notions de poids. Alors moi j'ai pu l'essayer justement, tant qu'à faire. Ce que je confirme, c'est que c'est vrai que les 220 kg, ça se manie très très facilement. La moto est basse, donc ça c'est aussi d'un point de vue accessibilité. Pour toi Alexandre qui court sur pattes, c'est quand même bien pratique. Tu auras les 2 pieds au sol. Tu veux dire pour monter en passager? À l'arrière, tu seras rassuré comme ça. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que elle est très maniable comme moto. C'est très très joueur. Bon, après, c'est sûr qu'étant donné qu'elle est basse, parfois on a un peu tendance à frotter si on met un peu trop d'angle. Mais voilà, pour un usage. Parce que tu conduis de façon très sportive, c'est pour ça. La place de l'Étoile. Peut-être pas en ville. Non, mais en tout cas, voilà, c'est la moto est assez longue et donc je m'attendais pas à une telle maniabilité. Par contre, au niveau des reproches, c'est le freinage. J'ai trouvé que le freinage était un peu trop léger.
Je pense que c'est une question d'habitude. Je ne sais pas de quelles étaient les autres motos que tu avais conduites avant. Après, c'est vraiment une prise en main. Et une fois qu'on a compris comment la moto freinait, on ne se fait pas surprendre par la moto. Non, ça c'est clair. Mais au premier abord, c'est sûr que ça surprend quand même. Hein. Moi, je descends de ma moto, je passe sur celle-ci. Faut le savoir. Il n'y a pas d'ABS. Hein. Vous proposez pas l'ABS non plus. Si en plus, je voulais poser la question et tu t'as déjà donné la réponse. Vas-y. Pour une fois que j'avais une question. Est-ce qu'il y a un ABS? Donc sur ce modèle de lancement, il n'y a pas d'ABS. Tout comme sur l'Iron, qui est l'autre modèle, je dirais, accessible d'un point de vue prix et gabarit chez Harley-Davidson, on a un modèle sans ABS et un modèle avec ABS. Ça donne la possibilité à ceux qui sont un petit peu justes ou qui regardent de près chaque euro de leur budget d'accéder plus facilement au mythe Harley-Davidson. Ceci étant, ça n'empêche pas donc la moto de freiner très correctement, une fois qu'on a bien compris en effet comment elle réagissait. Nico, tu es toujours avec nous? Bon, je voulais réagir à quelque chose. Le fait que cette moto soit fabriquée en Inde, est-ce que la clientèle de puristes qu'on peut avoir chez Harley quand même, est-ce que la réaction de cette clientèle est positive ou est-ce qu'elle n'est pas justement négative au fait de se dire bah tiens, Harley commence à délocaliser, c'est pas bien, etc., etc. Donc c'est pas la première fois et nous ne sommes pas la première marque non plus à produire à l'extérieur. Aujourd'hui, le monde et les marchés sont devenus global. Donc si on veut toucher les différents marchés, et souvent il y a des marchés qui sont très fermés et qui peuvent imposer des taxes d'importation très très fortes. Donc la solution souvent pour exister et commencer à se développer dans ces pays-là, c'est en effet d'assembler et d'importer des pièces des États-Unis et de les assembler en Inde. Donc j'ai parlé d'une usine en Inde, mais on en a aussi une au Brésil. Ça ne nous a jamais fait d'ombre d'un point de vue image et puis d'un point de vue business. Les motos sont vraiment assemblées de la même manière qu'elles soient en Inde ou aux États-Unis, selon les mêmes standards et le même cahier des charges et les mêmes critères de qualité. Et puis, pour faire référence peut-être à un monde auto que vous connaissez, il y a pas mal de marques auto aussi pour pénétrer des marchés qui n'hésitent pas à produire aux quatre coins du monde. Ah oui, donc il y a d'autres marques premium qui ont devancé Harley-Davidson. Tant qu'on continue à faire rêver les personnes avec la marque, tant que le produit en lui-même est conforme à l'ADN de la marque, je ne pense pas qu'on prenne un risque énorme. C'est le marché qui le dira dans quelques années. On parlait tout à l'heure aussi du fait que Harley-Davidson propose des accessoires et permet de customiser sa moto. J'ai vu qu'il y avait 150 accessoires, dont 60 spécifiques à la Street 750. Donc on peut vraiment avoir une moto totalement différente. Absolument, c'est la Street et comme toutes les autres Harley, il existe, je ne sais pas si tu l'as déjà vu Driss, mais il existe un bouquin épais comme ça avec l'ensemble des références. Une bible, oui. Une bible d'accessoires. Qui change à chaque lancement de modèle, qui s'enrichit et qui permet en effet d'avoir accès alors il y a des troncs communs, des accessoires communs à l'ensemble des modèles, puis d'autres spécifiques comme les 60 que tu viens d'évoquer pour la Street. Donc des selles, des pare-carters, des jantes, des porte-bagages, il y en a pour tous les goûts. J'ai vu aussi un kit A2. Qu'est-ce que c'est que ça? Le kit A2, c'est par rapport au nouveau permis. C'est que la législation française, elle a pas mal évolué ces derniers temps. Elle change régulièrement, elle est assez complexe, elle évolue encore. Et les tout nouveaux permis, en effet, quand ils commencent, ils n'ont pas accès à toute la puissance de la moto. Donc, pour leur permettre d'accéder et de rouler en street, en effet, on doit brider la cartographie du moteur. Ce qui permet encore une fois que la moto soit accessible à tous. Oui. Très bien. Alors, on parlait tout à l'heure de l'Iron 883, c'est pas évident à dire. Hein. Donc, c'est le modèle juste en dessous, c'était l'ancienne entrée de gamme chez Harley-Davidson aujourd'hui. Donc, moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer la Street pour la comparer ensuite à l'Iron, voir ce que ça donne. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette moto, ce qui est maintenant le second modèle d'entrée de gamme chez Harley? Donc, l'Iron, tout comme la Street, fait partie d'une famille que l'on appelle Dark Custom. C'est cette lignée de motos dépouillées, branchées, noir mat, qui séduisent énormément les jeunes et les femmes. Donc les deux font partie de cette famille, donc qui comporte 5 modèles. Donc il y a la Street 750, l'Iron, il y a la XL48, la Street Bob et la Fat Bob. La Sportster Iron a été lancée en 2009, donc elle a une cylindrée de 883 cm3. Elle est refroidie par air,
donc à l'inverse de la Street qui est refroidie par eau. C'est une moto qui est très agréable, qui est aussi très agile en milieu urbain, qui procure de vraies sensations. Elle a vraiment le look typique et classique des Harley d'antan, donc d'après-guerre. C'est vrai que la ligne Sportster, elle a été créée en 57 et elle est tout à fait dans la lignée de ces Sportsters qui ont beaucoup de succès aujourd'hui. Et pour la petite histoire, l'Iron se place comme la vente numéro 1 en France. Elle est classée 36e sur les 80 premières immatriculations sur le marché français. Moi, quand j'entends ces motos, je me dis, ça fait pas le bruit spécifique d'une Harley. C'est volontaire, cette réduction du bruit à l'échappement, parce que une Harley, pour moi, ça fait beaucoup de bruit, ça vibre même quand on est autour. Alors, on est tenu de respecter les homologations européennes. Et ce qui fait que l'ensemble des Harley que l'on livre sur le marché européen et français en particulier sont un peu étouffés au niveau des pots. Après, rares sont les Harley que l'on croise dans la rue qui ne font pas le bruit d'origine. Ouais. Je pense qu'en effet, d'ailleurs, l'étouffement des pots n'est pas forcément très très bon pour le moteur d'origine. On entend là ce petit ronron là. Damien, pour en revenir à l'Iron 883, moi c'est vrai que moi je l'ai essayé. C'était la première Harley que j'ai essayé, et c'est une vraie Harley au niveau du bruit. Je veux dire, c'est pas une moto discrète quand même. Et j'ai trouvé ça très sympa dans le sens où elle est maniable, elle est accessible et elle est assez compacte. Du coup, elle se marie bien à une utilisation urbaine. C'est marrant, moi je l'ai pas trouvé aussi maniable que la Street 750 pour le coup. Je trouvais qu'elle était plus rigide. Alors c'est clair, l'Iron, quand on l'essaie pour la première fois et qu'on n'a pas le repère de la Street, on la trouve maniable. Bon, elle a toujours un petit temps d'adaptation. C'est vrai que la Street, je dirais, se pose comme la moto la plus agile maintenant de toute la gamme Harley-Davidson, vu sa légèreté, vu sa position de conduite, vu son châssis qui est vraiment adapté pour la conduite en ville. C'est vrai que la Street devient sans doute la moto la plus maniable en ville. Ouais. On est à quel prix sur ce modèle? Elle est un peu plus chère que celle dont on parlait précédemment. Elle est à 1100 € plus chère, donc à 8990 €, donc pour la version sans ABS. Avec la version ABS, il faut rajouter 500 €. Alors, on parlait de bruit, alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, je veux juste qu'on revienne, parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission, sur une Harley qui fait carrément pas de bruit, c'est les Harley électriques. Alors, nous, on a déjà pas mal parlé, mais on n'a pas eu l'occasion d'avoir votre avis là-dessus, et pourquoi vous faisiez ça. C'est la Livewire, c'est ça ? C'est le projet Livewire qui a été lancé en 2014 au mois de juin, donc qui a été révélé au monde entier. Donc ça fait un buzz assez incroyable. C'est vrai qu'on n'attendait pas forcément les Davidson sur ce terrain-là, en tout cas aussi tôt, et avec un produit aussi abouti. Quand vous dites que la moto ne fait pas de bruit, ce n'est pas complètement vrai. Même si elle est électrique, on a voulu rester fidèle à l'ADN de la marque. Donc c'est un look, un bruit, une sonorité et puis des sensations. Donc c'est clair qu'on ne va pas retrouver le potato originel sur l'ensemble des Harley. Mais comme le véhicule est clairement futuriste et nous projette sur le futur, on a plus le son d'une turbine qui se rapproche d'un avion de chasse. Un petit mot pour conclure. Il n'y a pas de générateur de son assez Rien n'est artificiel, ça vient du bloc moteur et de l'entraînement de la turbine. Et la bonne nouvelle, c'est que la Livewire a été en 2014 à l'essai lors d'un démo tour sur l'ensemble des routes américaines. Ouais, on en a vu quelques images, ouais. Et le démo tour arrive en Europe et en France, donc fin juin. On va avoir l'occasion de la faire essayer à des clients, mais aussi à des journalistes et à des concessionnaires. Ça va nous donner l'occasion d'en reparler. J'espère bien. Et elle sortira quand, tiens, cette Livewire? On a une date, on a une idée de si elle sera commercialisée un jour? Alors pour l'instant, Harley-Davidson veut le ressenti et les réactions du public. Donc c'est ce qu'ils ont fait pendant toute l'année 2014 aux États-Unis, ce qu'ils vont faire à nouveau en 2015 en Europe, au Canada et aux États-Unis à nouveau, pour essayer de consolider et avoir une vue d'ensemble, pour voir quelle est la réaction du grand public et quelles seraient les attentes de ces motards, Harleyistes ou non, sur un véhicule Harley-Davidson qui serait électrique. Merci Xavier. Merci à vous. De nous avoir parlé de cette Harley. On se retrouve dans 3 secondes pour parler de toute autre chose, notamment de la plus belle voiture de l'année. À tout de suite.
Voilà, donc on a parlé de Harley. Maintenant, on va s'intéresser à la plus belle voiture de l'année qui a été dévoilée au Festival Automobile International. C'est le Festival Automobile International. Ça commence par une espèce de grand raout. Nico, tu es toujours avec nous. Tu peux nous confirmer cette chose. Voilà, on voit les images. Ça se passe au pied du Dôme des Invalides. Ces belles images aériennes, d'ailleurs signées Airbus, que je tenais à créditer parce que c'est pas souvent qu'on a des images aériennes de Paris. Nicolas? J'ai eu l'occasion d'aller à cette soirée la semaine dernière. Effectivement, c'est vraiment un gros rassemblement de tous les constructeurs, de tous les patrons de marques, et c'est un peu le moyen c'est un peu la grande fête depuis une trentaine d'années concernant ce festival, dans le sens où tous les gros acteurs en fait de l'automobile sont sur place. Nicolas, je t'entends plus. Ouais, mais vas-y, continue. Je suis toujours là, donc comme je disais, voilà, c'est l'occasion un petit peu pour les constructeurs de se démarquer un petit peu et de faire parler d'eux autrement que par la voiture de l'année, qui est un autre jury et qui est fait à un autre moment dans l'année. Là, on prime entre guillemets la beauté, le design, les intérieurs aussi, et notamment aussi une catégorie supercar qui est assez intéressante. Alors il y a effectivement plusieurs catégories. La plus belle voiture de l'année, c'est d'après ce que je comprends, c'est le public qui les lit. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert sur Internet, oui. Donc on démarre avec plusieurs propositions, et puis au fil des semaines, en fait, les gens élisent la voiture sur le web. Il y a un site dédié pour ça, et c'est d'ailleurs assez bien fait. Et ça permet justement d'avoir un vote un petit peu extérieur. Bon, après, des fois, on a des surprises. Oui. C'est pas forcément le cas cette année, mais il y a eu des années où on a eu la Renault Laguna 3, par exemple, élue plus belle voiture. Il y a même eu une Laguna avant qui a été élue, je sais plus en quelle année, c'était la 1 ou la 2, la 1, je crois. Il y a le Citroën Xantia, il y a eu des choses qu'on ne pourrait pas forcément... Oui, alors après, je pense que indirectement, je pense qu'il y a des agences de publicité qui travaillent pour de gros constructeurs et qui ont une certaine force de frappe et une certaine, on va dire, certains moyens de peut-être de mettre des votants parce que je pense qu'au niveau des adresses IP, on peut faire plein de choses aujourd'hui. Et peut-être que, moi, je prends l'exemple de la Laguna 3. On connaît la force de frappe d'une agence comme Publicis. Voilà, je pense que ça a choqué pas mal de gens à l'époque. Oui, je me souviens, c'était l'époque où sortait justement la C5 actuelle, dont le break était, on va dire, à mon sens, esthétiquement plus réussi et qui concourait aussi. Voilà, donc tous les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On va dire que les gens ont eu le droit de préférer la Laguna 3. Si on peut faire un petit rappel du palmarès, il y avait l'Alpha 4C l'année dernière, la Mercedes Classe A en 2012, la BM Série 3. D'ailleurs, c'est une habitude du palmarès, la Série 3. Elle a été élue en 2000, en 2011, et puis il y a même eu un coupé, je sais plus quand. Voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a même une espèce d'égalité, j'ai remarqué. Alpha le 4 fois, Citroën 4 fois, Peugeot 4 fois, Renault 3-4 fois aussi, Mercedes beaucoup. Enfin voilà, c'est beaucoup plus. On a l'impression que c'est plus ouvert que le palmarès de la voiture de l'année. Oui, ça a l'air. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, ce qui est bien surtout, c'est que le vote soit ouvert. C'est un petit peu l'idée, et on sort un peu des membres, les fameux membres du COTI, des journalistes européens, qui justement, c'est un milieu qui est très très fermé, et voilà, on voit pas vraiment ce qui se passe au niveau des votes toujours, parce qu'on n'a pas un regard sur ce qui se passe. Là, c'est le grand public, c'est quand même ces gens-là qui vont acheter les voitures. C'est pas les journalistes, faut quand même le rappeler, même si on est tous spécialisés là-dedans. Donc c'est intéressant, c'est à ce côté-là qui est vraiment assez intéressant sur le vote, quoi. Alors il y a pas mal de berlines familiales finalement qui ont eu ce prix. C'est le deuxième pour Jaguar qui avait eu le prix en 99 avec la S-Type. Donc sur la XE, est-ce que c'était une surprise ce titre pour cette voiture qui sort tout juste, qui a été présentée à l'ESA il y a 15 jours? En ce qui me concerne, c'est une surprise, oui et non. C'est pas une surprise parce qu'elle était sous bâche en arrivant sur les lieux, donc on reconnaissait clairement la ligne de la berline en question. Après, il y avait effectivement, il y avait d'autres concurrentes. Il y avait quand même des voitures comme la Mazda MX-5. Il y avait alors aussi le Renault Espace 5 qui va arriver d'ici quelques mois, qui a une ligne assez originale. Là, on a choisi quelque chose finalement de premium, de familial, une ligne qui est pas extraordinaire. Je trouve, ça c'est tout à fait personnel, elle n'est pas vraiment atypique, mais bon, c'est quand même un produit très important pour Jaguar, donc
voilà, je pense que la marque a quand même une bonne image. Et voilà, je pense que c'est plus ou moins une surprise, on va dire, en ce qui me concerne. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a cette voiture à l'essai. On va regarder l'essai, puis on se retrouve dans 3 minutes. Pour les marques, quand on s'est forgé une image, il est parfois bien difficile d'en sortir et pourtant ils essayent toujours de faire de la conquête. Et le véhicule qu'on teste aujourd'hui illustre parfaitement cette idée. Jaguar lance donc sa nouvelle berline XE 100% inédite. C'est la plus petite voiture de la gamme du fabricant anglais. Elle doit sortir de cette image trop bourgeoise pour venir concurrencer des constructeurs premium comme BMW, Audi et Mercedes. Va-t-elle réussir son nouveau défi? La réponse à la fin de notre essai. Le style de cette nouvelle XE est typiquement Jaguar, il est d'ailleurs très proche de la XF dans des proportions plus réduites. En effet, avec 4,67 m de long et un empattement de 2,83 m, la XE cherche très clairement à se rapprocher de ses concurrentes. C'est les mêmes proportions qu'une Mercedes classée. À ce titre, 4 adultes peuvent s'installer à bord du moment qu'ils ne dépassent pas 1,75 m pour les places arrière. L'ambiance est dans le ton complètement anglais et Jaguar, faite de cuir, de bois ou d'aluminium, c'est chic et cosy, mais ça manque peut-être un petit peu d'originalité. L'équipement de cette XE est riche et complet avec un tout nouveau système audio GPS, infodivertissement tactile, un régulateur adaptatif, des aides au stationnement, surveillance d'angle mort ou encore un système de sécurité avec la détection des collisions. Techniquement, l'offre de moteur sera proposée en diesel et en essence avec de tout nouveaux blocs 2 litres diesel 4 cylindres entièrement en aluminium. Ils offrent 2 niveaux de puissance de 163 chevaux et 180 chevaux. Avec le premier, Jaguar annonce une consommation de seulement 3,8 litres au 100 km et 99 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. La gamme des motorisations essence est composée de 2 litres 4 cylindres de 200 et 240 chevaux, ce sont des moteurs turbo, et le haut de la gamme sera composé par un V6 compresseur de 340 chevaux. Il est aussi aidé, il faut le noter, par un système de répartition de couple au freinage qui garantit une bonne tenue de route, un guidage sain et précis, en clair une sportivité affirmée pour cette berline. Au volant de cette Jaguar XE, on retrouve une belle sportivité mais en même temps teintée de confort. Ça s'explique en premier point par des suspensions adaptatives qui sont disponibles en option ou de série en fonction de la finition que vous choisirez. Il y a également un tout nouveau châssis en aluminium qui autorise beaucoup plus de rigidité à la voiture. Rigidité qui est couplée à une répartition du couple au freinage qui va garantir encore une fois une meilleure tenue de route en gommant le sous-virage. Au final, vous l'aurez compris, cette Jaguar est à la fois une grande routière mais qui permet également de se faire plaisir. Fin de notre essai ici au Portugal sur la berline XE de Jaguar. Cette petite berline en tout cas en version quasi prototype, c'est marqué dessus, vous voyez. Ça avance avec de belles qualités, compromis entre agilité et sport. C'est bourré de technologie, c'est plutôt bien fini. En termes de motorisation, là aussi, c'est assez pertinent, du moins face à la concurrence. Le 4 cylindres 2 litres diesel de 180 chevaux nous est apparu en tout cas comme relativement performant. Cette Jaguar en tout cas toutes les qualités, semble-t-il, pour ouvrir la porte à de nouveaux clients chez Jaguar. Reste qu'il vous faudra franchir le pas de l'image de marque. Nico, Vincent Bocousin-Jamelin nous parle d'un problème d'image de marque. Il y a un problème d'image de marque chez Jaguar ? J'ai pas l'impression que Jaguar soit en problème, en déficit d'image. Au contraire, moi je pense qu'on les considère depuis très longtemps comme un constructeur très cher. Ils ont essayé il y a un peu plus de 10 ans de rentrer avec des produits plus accessibles, qui étaient un petit peu des Ford rebadgés. Je pense à la X-Type, donc ça remonte un petit peu. Ça a été racheté depuis par un constructeur indien, par une grosse boîte indienne. Forcément, ils sont un petit peu en recherche aujourd'hui, mais je trouve que le feeling, la touche british, en tout cas, est toujours présente. Même si, alors, quand même, un petit détail près, je trouve que sur le haut de gamme, la XJ notamment, la dernière XJ qui date depuis qui a quelques années, ils sont un petit peu en retrait par rapport à ce que peut être Mercedes ou encore BMW ou Audi en termes de qualité perçue et de raffinement intérieur. Alors, moi, ce que je me demande, c'est s'il y a les armes pour lutter, parce que
Elle est positionnée en entrée de gamme à 37 000 euros. Grosso modo, c'est un peu plus cher qu'une Audi A4 à motorisation équivalente ou qu'une série 3 BM. On est à 35 000 chez les Allemands. Damien, on est à 37 000. Alors je te coupe, excuse-moi, mais on est à 37 000 chez BM sur la série 4 Grand Coupé. Hein. Donc on est finalement, on n'est pas si loin. Oui, moi effectivement j'étais sur la série 3, la série 4 effectivement coupé, hein, qui est peut-être un petit peu plus cohérente en face, tu as raison. Damien, c'est pas un peu cher Non, parce que ça se positionne en face de grandes références allemandes qui sont les Audi A4, les BM série 3, les Mercedes classées. Alors ce sont des voitures de référence mais très classiques finalement. Cette Jaguar, ça serait certainement cette alternative exotique un petit peu, et elle marche dans les traces du coupé F-Type. Donc, qui est assez flamboyant, qui aurait mérité d'ailleurs ce titre de plus belle voiture de l'année. Donc voilà, la F-Type c'était pour l'image, la XE ça va être pour les volumes, parce que Jaguar a besoin de volume aujourd'hui, et je trouve que ce titre c'est encourageant, et après voilà, il faut voir sa tenue dans le temps. C'est vrai que elle succède à la X-Type, qui était une Ford Mondeo finalement déguisée, et donc elle doit rattraper un petit peu le coup de cet échec, et moi je me fais pas d'inquiétude, j'ai pas d'inquiétude sur cette XE. Après voilà, ça peut marcher, l'attrait de la nouveauté sur cette Jaguar finalement de volume. Nico ? Oui, pardon. Bah écoute, je suis pas sûr qu'ils soient en mesure de, ne serait-ce que par rapport au réseau. Ils ont pas un réseau qui est développé comme celui d'Audi ou de BMW par exemple, ou de Mercedes. Donc ça, je pense que ça joue pas mal aussi bien sur la présence sur le marché français par exemple, ou sur la prévente. Je pense que là où ils peuvent sortir leur épingle du jeu, c'est que généralement ils sont un petit peu moins pingres que peuvent être les Allemands en termes d'équipement. Donc je pense que pour 37 000 euros, on a une voiture qui est un peu mieux équipée qu'on peut en avoir une chez BM, Audi ou Mercedes. Ça peut être un petit plus. Je sais que Jaguar travaille aussi beaucoup sur l'entretien. Ils vont offrir l'entretien pendant 2-3 ans, ce qui n'est pas forcément le cas de leurs concurrents justement. Enfin voilà, ils font plus de cadeaux généralement pour justement essayer de s'imposer, de se démarquer des autres. Donc oui, je pense ça peut faire, ils peuvent se faire leur place à condition que le réseau soit aussi développé que les autres. Ce qui est en train de se faire d'ailleurs. Ils sont en train de le développer d'après ce que j'ai entendu dire. Alors pour en revenir à ce festival auto international, il y a aussi donc pas mal de concept cars qui sont montrés, Nicolas. Moi, quand j'ai vu un petit peu la liste de ce qui était présenté, en dehors du concept Alpine, et encore qui est un concept de jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir voir quelques images de ces concept cars? C'est du déjà vu finalement. Il y a eu des voitures présentées parfois il y a 2 ans pour certaines. En fait, là où ça peut être bien pour le grand public, c'est pour les gens qui, mine de rien, ne peuvent pas aller à Francfort, à Détroit ou quelque part dans le monde, en fait. Ça permet de regrouper un petit peu de concepts qu'on n'a pas forcément vus à Paris. Et voilà, ça a ce côté intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est des concepts qu'on a vus et revus à la télé depuis quelques années. Donc, je dirais que ça permet surtout de meubler, entre guillemets, les lieux qui sont déjà pas mal dans l'idée, mais voilà, c'est pas quelque chose de très nouveau. Ça sert pas forcément à grand chose, si ce n'est à redorer un petit peu l'image de certains constructeurs qui en ont parfois besoin, qui sont peut-être en manque de produits, entre guillemets, en ce moment. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de surprise en fait sur ces concepts. Alors je voulais juste faire un petit clin d'œil avant de passer à la Golf GTE. C'est une GTI, c'est la 208 GTI 30e anniversaire. Et alors, elle a été primée également au Festival Automobile International, ou plus exactement son spot de publicité, qui ne passera pas sur les écrans français, mais qui cartonne sur Internet. Je voudrais qu'on le regarde rapidement.
Voilà pour ce film. Donc cette publicité 208, on la verra pas. Alors elle est réalisée entièrement en images de synthèse. Ils ont réintégré le film de la 205. Ils l'ont entièrement numérisé et refait également en images de synthèse. C'est assez spectaculaire. On comprend assez bien pourquoi on la verra pas en France, mais le clin d'œil est plutôt sympa. Voilà, c'était. Moi, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est que je trouve que c'est un beau pied de nez de Peugeot concernant au niveau de la communication, dans le sens où le bureau de vérification de la publicité a interdit cette pub effectivement sur les écrans français, et finalement elle a été vue des millions de fois en France et ailleurs dans le monde, et finalement est-ce que voilà, ça prouve qu'aujourd'hui on peut faire passer des infos en dehors de la télévision finalement, et ça leur coûte beaucoup moins cher pour le coup. On est sur YouTube à 27 ou 28 millions de vues pour ce film, ce qui est pas mal. Damien, une petite réaction vite fait avant de passer à la suite. Oui, alors c'est vrai qu'on voit une pub très spectaculaire, un peu à la James Bond. Bon, je trouve un petit peu dommage parce qu'elle fait un petit peu l'apologie de la vitesse. Elle dépasse pas le 90, voilà, on voit le compteur. Une petite violence dans cette image. C'est sur la glace. Je trouve un peu dommage, surtout qu'en plus on voit les images de la 205 GTI qui est quand même la voiture de toute une génération, voire de plusieurs générations. Et pour le coup, ce spot passait à l'époque sur les chaînes sans aucun problème. Puis elle est totalement réaliste, cette pub. Non, mais je pense que c'est là qu'on voit que voilà, il y a un bureau qui s'occupe de ça et qui est un petit peu en retrait par rapport aux moyens de communication et aux médias actuels. Il y a peut-être une question à se poser dans ce domaine-là, c'est que finalement on a plus d'audience sur le web qu'il ne l'aurait eu, que ce spot ne l'aurait eu finalement peut-être en télé. Donc ils ont beau interdire les choses, ça passe les interdictions, et je trouve ça assez sympa dans l'idée. Alors cette 208 GTI va me permettre de faire une transition avec la Golf, parce qu'à l'époque la 205 GTI était en face de la Golf GTI. Aujourd'hui la 208 GTI n'est plus du tout en face de la Golf GTI, elle serait plutôt en face d'une Polo GTI. La Golf serait en face de la 308 GTI qui n'existe pas encore. Antoine Weil, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef du service produit chez Volkswagen, et avec vous on va parler de la Golf en général, et plus particulièrement d'une nouvelle version, la GTE. Vous nous expliquez rapidement ce que c'est que cette GTE ? Eh bien, la Golf GTE, c'est un petit peu le pendant de la GTI ou de la GTD, mais en version hybride rechargeable. Qu'est-ce qu'une version hybride rechargeable ? C'est par rapport à une version hybride simple, le fait d'avoir 50 km d'autonomie, et aussi de pouvoir recharger sa voiture pour obtenir ces 50 km d'autonomie. Et si je dis que c'est le pendant de la GTI et de la GTD, c'est que cette voiture-là développe 204 chevaux, avec un moteur essence de 150 chevaux, le 1,4 litre TSI que l'on connaît chez Volkswagen, et un autre moteur, lui, qui est électrique, pour amener la puissance globale à 204 chevaux. Donc on a vraiment le pendant, on a le couple d'une Golf GTD, on a d'une Golf GTI, pardon, l'accélération d'une Golf GTD, on fait un 0 à 100 en 7 secondes 6. Donc voilà, c'est pourquoi on l'appelle un petit peu, elle vient compléter un petit peu cette gamme de sportives, mais très économique, puisqu'elle ne consomme que 1,5 litre au 100. Alors ça, c'est la consommation normalisée. Hein. C'est la version officielle. Après, on peut dire qu'elle a plutôt des consommations dignes d'une Polo, on va dire. Alors, la consommation, elle va varier entre 0 et peut-être aux alentours de 5 litres au 100 si on prend la consommation d'un moteur TSI standard. Mais le vrai atout de cette voiture-là, c'est tout de même de pouvoir rouler la semaine 100% électrique, puisqu'on a 50 km d'autonomie. Et avant de lancer ce véhicule-là, Volkswagen Group a fait quand même quelques études pour analyser le comportement des automobilistes. Et un automobiliste fait en moyenne 50 km, ou n'excède jamais 50 km par jour en semaine. Donc cette voiture répond tout à fait à ces attentes. Donc vous allez pouvoir en semaine rouler gratuitement, enfin pour très peu cher, puisqu'une recharge va vous coûter aux alentours de 1 euro au prix de l'électricité aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir rouler en zéro émission toute la semaine, et lorsque vous aurez besoin de faire des longs trajets, vous aurez l'adjonction du moteur thermique au moteur essence pour améliorer votre autonomie au-delà de 900 km. Donc voilà un petit peu aussi le principe de cette Golf GTD. Je dirais que c'est un petit peu le meilleur des deux mondes finalement, puisque vous allez vraiment conjuguer le plaisir de la conduite zéro émission, mais aussi pouvoir, ce que vous n'aviez pas précédemment avec des voitures 100% électriques, avoir un usage très polyvalent de votre voiture. Pour qu'on soit très précis, cette voiture se recharge sur une prise secteur. On rentre à la maison et on la prend. C'est pas en roulant qu'elle se recharge. Non, alors si.
Les deux. C'est une voiture qui est livrée avec son câble, celui que vous voyez à l'écran, que vous pouvez brancher sur une prise domestique chez vous, ou bien encore sur une borne que vous trouvez dans certains parkings dans les grandes villes ou en province. Et les temps de recharge, justement C'est aux alentours de 2 à 3 heures en fonction du mode de recharge que vous aurez choisi. Donc c'est pas long, c'est très rapide. Et vous avez aussi, lorsque vous conduirez cette voiture-là, différents modes qui vous permettront soit de recharger la batterie. Donc vous avez le batterie charge, c'est celui qu'on a, le mode batterie charge. C'est-à-dire si vous êtes, par exemple, sur autoroute, vous avez quitté la région parisienne ou vous avez ou lyonnaise, où vous avez roulé en 100% électrique, vous voulez recharger votre batterie parce que vous allez arriver dans une autre commune où vous voulez rouler en électrique. Là, sur 30 minutes de route à vitesse soutenue, 130 km/h sur autoroute, vous allez pouvoir charger à 80% votre batterie. Donc, pas seulement avec une prise, mais également avec ce mode de recharge lorsque vous roulerez sur autoroute ou sur route. Nicolas, on l'a essayé cette voiture, toi aussi. Globalement, la prestation, tu l'as trouvée comment? Plutôt convaincante? Ouais, là, je vais me transformer en panneau publicitaire, mais en fait, c'est tous les avantages d'une voiture électrique sans en avoir les inconvénients. Parce que justement, on roule en électrique pendant une 50aine de kilomètres, et derrière, on a un vrai moteur essence. C'est pas un petit truc, hein, c'est un vrai moteur essence qu'on connaît, qui existe dans la gamme, qui est performant, en l'occurrence, qui est même très agréable au quotidien. Et du coup, je trouve que, voilà, autant hybride, j'étais pas forcément fan jusqu'ici, mais là, je trouve qu'on a une bonne solution, on a un bon mix. Je reviens juste sur le mode de rechargement que vous évoquiez il y a quelques instants, qui est donc le mode recharge sur autoroute. Il faut savoir une chose, c'est que sur ce mode-là, quand on recharge la batterie à 80% sur autoroute à 130 km/h, on consomme un petit peu plus quand même que en temps normal. Donc je pense que là, ça reste peut-être au réseau de distributeurs de bien former la clientèle à l'utilisation de cette voiture, parce qu'effectivement, il y a plein de modes. Il y en a 4 ou 5, je crois, de mémoire. Et ces modes sont vraiment intéressants, aussi bien les uns les autres, mais il faut vraiment adapter le bon mode à la bonne situation de roulage, en fait, je serais tenté de dire. On peut rouler en électrique jusqu'à quelle vitesse? Alors, le mode électrique vous permet de rouler jusqu'à 130 km/h. Au-delà de 130 km/h, le moteur thermique vient en complément. Mais le moteur électrique, lui, sera toujours en soutien du moteur thermique dès lors que celui-ci va s'enclencher pour diminuer ou minimiser la consommation de carburant. Alors, cette voiture, elle a un petit côté amusant, c'est que on peut d'une certaine manière la piloter à distance. Ça m'a beaucoup amusé. Il y a une application qu'on peut installer sur son smartphone. On va la voir à l'image là. On peut faire quoi avec cette application? Alors c'est une application qui permet d'avoir la voiture connectée en permanence. Alors ça, c'est le principe de la voiture électrique aussi, c'est de à tout moment connaître l'autonomie de son véhicule, si le véhicule est branché, pouvoir lancer la charge à distance, mais c'est aussi, lorsque la voiture est branchée, profiter du courant du secteur pour lancer le chauffage ou la climatisation du véhicule, puisqu'on va, le principe quand même, c'est de minimiser au maximum la consommation d'électricité pour améliorer son autonomie. Donc on peut de chez soi décider, puisqu'on va partir dans une demi-heure et qu'il fait -5 dehors, lancer le chauffage, et le chauffage sera alimenté par le courant que l'on prend sur la prise domestique et non sur la batterie de la voiture. Donc là, on va gagner aussi en autonomie parce qu'on va pas trop solliciter la batterie pour les accessoires de la voiture. C'est une tendance forte, hein, ça, on l'a vu au CES cette année, les voitures connectées sur smartphone et sur montre aussi avec les montres connectées. Alors on va en parler du CES dans 2 secondes s'il nous reste un petit peu de temps. La Golf fête ses 40 ans, donc cette GT. Alors la Golf elle a apporté pas mal de choses chez Volkswagen, hein, le tout à l'avant, ce genre de choses. Là donc c'est une nouvelle motorisation. Alors moi je voulais savoir ce qu'on remarque dans les chiffres d'immatriculation, une baisse de la part du diesel, hein, c'est une tendance qui commence à s'inscrire. Est-ce que c'est le cas pour la Golf et est-ce que cette GTE vient justement profiter de ça? Alors, oui, le marché évolue. Le mix en essence et diesel commence à s'inverser. Enfin, c'est pas complètement inversé encore aujourd'hui. Alors on est à 59% de diesel sur les derniers chiffres au mois de janvier en France. Tout à fait. Mais si on regarde, c'est plus un phénomène auprès de la clientèle particulière, donc la clientèle société, fleet, qui achète aussi des véhicules, lui reste encore plus sur le diesel. Maintenant, forcément, la GTE, mais aussi toutes nos autres motorisations, je pense aussi à la technologie du TSI ACT, avec des connexions des cylindres, qui vient minimiser la consommation des véhicules.
toutes ces technologies-là, nous les maîtrisons et nous permettent aussi de répondre à cette éventuelle inversion des tendances entre le diesel et l'essence. Donc nous avons des moteurs performants avec le TDI que l'on connaît depuis maintenant de nombreuses années. Nous avons donc effectivement la GTD, mais la GTE qui vient en complément est une belle réponse. Donc le 100% électrique, puisque la Golf aujourd'hui présente toutes les énergies alternatives disponibles sur le marché aujourd'hui. Nous avons donc le plug-in hybride dont nous venons de parler. Nous avons la Golf 100% électrique. Nous avons le TDI, le TSI ACT. Donc voilà, la plateforme MQB sur laquelle repose la Golf a été développée pour recevoir toutes les énergies disponibles. Donc nous saurons répondre effectivement à ce genre de mouvement du marché, puisque au niveau européen, voire mondial, le diesel n'est pas prédominant. Donc nous sommes capables de répondre à ces évolutions. Nico, une question pour Antoine ? Non, en fait, moi, j'aimerais savoir à peu près si vous avez une idée de ce qu'elle peut représenter, je dirais même à court terme, cette GTE en termes de mix des ventes sur la Golf, puisque bon, on sait que le diesel a une part importante. Est-ce que justement, elle n'est pas là pour recentrer un petit peu le débat ? Je sais pas. Alors, la GTE est là pour effectivement apporter cette réponse sur les énergies alternatives, sur les émissions de CO2, sur les consommations de carburant. Alors, notre parti pris n'a pas été aujourd'hui de proposer la Golf plug-in hybride grand public à forte diffusion. On vient gentiment sur le marché avec cette Golf GTE et on peut attendre dans les années à venir une véritable évolution du plug-in hybride, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut considérer que c'est le meilleur des deux mondes. On a déjà présenté la Passat GTE qui va aussi arriver en fin d'année et on peut effectivement s'attendre à voir une évolution du plug-in hybride dans la gamme Volkswagen sur différents modèles et peut-être aussi des puissances un petit peu moins... Puis il y a des aides de l'État qui sont assez importantes sur le bonus, sur ce type de véhicule quand même, ça encourage quand même à l'achat au départ, je pense. Tout à fait, puisque la Golf GTE bénéficie d'un avantage, d'un bonus de 4 000 €. Donc ce qui fait que la Golf GTE, qui est au prix tarif de 38 500 €, est proposée à 34 500 € bonus déduit. Et c'est intéressant de le souligner, c'est toujours 1 000 € de moins qu'une Golf GTI. Donc finalement, vous avez 204 chevaux avec une Golf GTE qui a un tempérament sportif pour 1 000 € de moins qu'une Golf GTI. Donc c'est aussi, c'est aussi l'avenir et ça va nous permettre aussi d'aborder de nouvelles clientèles et savoir aussi se faire plaisir sans pour autant avoir des effets néfastes sur l'environnement. Alors oui, Nico, excuse-moi. Juste une dernière petite question concernant le tarif. On est à 38 000 €. C'est quand même le prix d'une A3 e-tron de chez votre cousin Audi. C'est exactement le même système qu'on a sur une A3 e-tron. Qu'est-ce qui différencie finalement une A3 Sportback e-tron d'une Golf GTE, parce qu'on est quand même au même prix? Est-ce que ça va pas finalement, les gens vont pas se dire tiens, je vais peut-être aller chez Audi plutôt que chez Volkswagen? Alors nous, le parti pris qui a été le nôtre, c'est de proposer une voiture qui fait 204 chevaux sur une Volkswagen. Donc on n'est pas donc effectivement c'est la même technologie que l'Audi e-tron, mais 204 chevaux, c'est pas une puissance que l'on retrouve régulièrement forcément chez Volkswagen, donc qui s'apparente plus à du GTI ou à du GTD. Donc notre parti pris a été de faire un véhicule plutôt typé sportif, et on le voit puisque cette voiture a l'habillage de la Golf GTI. Même à l'intérieur, vous reconnaîtrez l'intérieur de la Golf GTI, à la différence que tout ce qui est liseré rouge devient liseré bleu pour faire allusion à l'électrique. Partant de là, il s'agit pour Volkswagen d'en faire un véhicule haut de gamme, donc on l'a fait suréquipé, c'est-à-dire que c'est l'équipement d'une Cara, une Golf Cara, donc, mais plus, avec beaucoup plus d'équipement, avec le système de navigation Discover Pro, qui est le système de navigation haut de gamme de Volkswagen, avec tous les équipements de confort que l'on peut attendre, des feux 100% LED, et j'en passe. Oui. Et on l'a pas chez Audi justement. Enfin voilà, pour 38 000, je crois qu'on l'a pas tout ça sur une A3 e-tron, il me semble. Voilà, et donc ce sera la différence. C'est-à-dire on a un parti pris, donc nous le parti pris c'est d'avoir fait une voiture très très équipé, avec un look typé sport, typé GTI, GTD. Voilà ce qui va différencier notre voiture. Alors il y a quand même une petite concession à faire quand on veut rouler en hybride rechargeable, c'est sur le volume du coffre. On perd, je crois, une centaine de litres par rapport à la version classique. Je dis pas de bêtises. Alors oui, on garde quand même un volume de coffre qui est très acceptable sur cette voiture-là. C'est un petit peu le même écart de volume de coffre que celui qu'on peut avoir ou remarquer
sur une Golf 4Motion. Mais il est très important de noter que cette voiture-là a été développée, enfin la Golf 7 sur la plateforme MQB, a été développée, comme je le disais tout à l'heure, pour recevoir toutes les énergies alternatives. Donc l'électrique, le plug-in hybride, mais effectivement, il faudra loger dans la voiture une batterie, un moteur électrique en complément d'un moteur thermique et d'un réservoir à carburant. Mais tout cela a été étudié pour minimiser au maximum l'encombrement de ces éléments et vous permettre d'avoir quand même un coffre qui est 100% plat, qui est légèrement réduit, mais qui est tout à fait acceptable en termes de dimension. Alors moi je me demandais, vous prévoyez d'autres carrosseries pour cette technologie sur la Golf? Je pense à une ESW évidemment, donc le break. Un cabriolet, non? Alors, non, aujourd'hui, la Golf est le premier modèle à présenter cette technologie. Je vous le disais, le deuxième modèle qui présentera cette technologie, et ce sera à la rentrée de cette année, ce sera la Passat. Mais je peux vous promettre qu'il y en aura d'autres à venir, pas forcément sur la Golf, mais il y en aura d'autres. Alors, il nous reste peut-être une minute 30. Je voudrais qu'on parle très rapidement de ce concept AirTouch dont on a déjà parlé dans l'émission, mais qui est cette interface gestuelle qui a été présentée au CES à Las Vegas. La question que je me posais, c'est, alors est-ce que c'est un concept qui est réaliste, c'est-à-dire est-ce qu'il est prévu à commercialisation et en gros à quelle échéance? Alors c'est un concept qui préfigure tout ce que vous aurez demain dans votre Volkswagen. Et vous avez peut-être remarqué sur cette voiture-là, il y a déjà quelques éléments qui sont apparus sur nos modèles. Donc je parle pas de l'écran tactile puisque ça maintenant tout le monde le connaît, mais il fait pas la même taille et puis là il y en a 3 dans la voiture. Je parle de l'instrumentation de bord, les compteurs, compte-tours qui sont digitaux, 100% digitaux, et ça qui ont fait leur apparition sur la Passat et qui vont faire aussi leur apparition sur différents modèles de la gamme à l'avenir. Et là la grande nouveauté c'est de pouvoir intégrer la troisième dimension dans le pilotage et l'utilisation des instrumentations de notre voiture, puisque nous avons une reconnaissance du mouvement de la main qui va vous permettre d'aller actionner virtuellement des fonctions de l'infodivertissement de la voiture. Donc c'est vrai que comme on dit, on n'arrête pas le progrès. C'est la rencontre de l'automobile, de la mécanique avec l'informatique et toute l'électronique qui fait qu'aujourd'hui on simplifie la vie du conducteur, et en lui simplifiant la vie aussi on lui offre beaucoup plus de choix dans l'utilisation de sa voiture et aussi de la connectivité. Voilà. Merci Antoine, ça sera le mot de la fin. Il me reste à remercier nos invités qui sont déjà partis. Xavier Crépet, donc de chez Harley. Nicolas Hédet, merci à toi d'être resté avec nous pendant cette heure. Damien, tu reviens quand tu veux. Merci. Merci aussi à Benjamin en régie, et surtout merci à vous tous de nous avoir suivis. Driss, on se retrouve dans 15 jours. Oui, dans 15 jours. Voilà, les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.